démocratique gabonais, le PDG, ancien ministre, enseignant à la faculté de droit de l'université Omar Bongo de Libreville. Bonsoir. Bonsoir, M. Carly. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Ouvrons cette interview avec l'actualité de ces dernières heures, c'est l'arrestation de l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinze. Quel est votre regard sur cet événement? Je dois dire que c'est quand même regrettable qu'on en soit arrivé là. Mais en tant que juriste, je dois aborder cette question sous deux aspects. Évidemment, je ne ferai pas de commentaires sur le fond du dossier. Mais sur le plan procédural, il y a quand même certaines interrogations. On parle d'une créance qui daterait de près de 2 décennies et une créance, somme toute, civile. Et donc, on peut légitimement s'interroger sur la contrainte par corps, c'est-à-dire l'emprisonnement qui a été choisi pour traiter une telle affaire. Et au-delà même de l'emprisonnement, cela nous interroge, on peut s'interroger légitimement sur la question de la recevabilité, parce que je vous dis que la créance date d'à peu près une vingtaine d'années. Et en matière civile, les délais de prescription, ils sont connus, près d'une vingtaine d'années. Je pense qu'il y a quand même un souci au niveau de la recevabilité. Et les qualifications juridiques utilisées aujourd'hui par le parquet paraissent quand même contestables. Que ce soit l'abus de confiance ou l'escroquerie, les faits tels qu'ils sont relatés aussi bien par la défense de M. Alain-Claude Bilibinze que par les éléments contenus au dossier tels qu'ils sont rapportés dans la presse ou par son avocat, ne concourent pas à la matérialisation d'une qualification d'escroquerie ou d'abus de confiance. Notamment, il apparaît clairement qu'il s'agit d'une contribution et dans ces cas, les éléments de dol qui devraient précéder la conclusion d'une telle transaction ne sont pas réunis pour que l'on soit en présence d'une fraude et que donc on puisse qualifier d'abus de confiance ou d'escroquerie. Donc voyez-vous, tous ces éléments permettent quand même de s'interroger. Et maintenant, le deuxième plan, c'est sur le plan politique. M. Alain-Claude Bilibinze, c'est vrai, c'est un citoyen, et à ce titre, il est justiciable. Mais quand même, le timing de cette arrestation, qui intervient dans une séquence où M. Alain-Claude Bilibinze est très actif politiquement sur le terrain, et que par ailleurs, c'est quand même un ancien Premier ministre, et que c'est le candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle, et que c'est un président de parti, et qu'en tout état de cause, M. Alain-Claude Bilibinze présente des garanties suffisantes pour pouvoir répondre à la justice, de sorte que son interpellation musclée et son placement en détention préventive puissent être légitimement interrogés par tout observateur. Et d'ailleurs, c'est ce que nous observons aujourd'hui, aussi bien dans le pays qu'en dehors du pays, les mois que suscite cette arrestation et les interrogations légitimes que se posent un certain nombre de personnes. Mais pour vous, le Gabon se situe dans quelle séquence quand on voit tout ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans un moment de répression? Est-ce qu'Alain-Claude Bilibinze est un prisonnier politique aujourd'hui? Écoutez, il y a tout lieu de s'interroger sur ces notions que vous évoquez. Moi, je prends juste les faits. Chacun se fera son opinion. Depuis quelque temps, après que le régime issu au départ du coup d'État se soit transformé en un régime, on va dire, constitutionnel, après l'élection du 12 avril, après avoir fait la promesse de rétablir les libertés qui, d'après ce régime, étaient menacées, se trouve à suspendre les réseaux sociaux, à menacer les acteurs politiques, ou en tout cas toute personne qui exprime des opinions qui sont divergentes à celles du régime, pose en tout cas des actions qui interrogent sur l'espace de liberté dans le pays, mais qui interrogent gravement. Je pense qu'il n'est pas abusif aujourd'hui de considérer qu'il y a une sorte de restriction sévère, pour ne pas utiliser d'autres mots, des libertés publiques au Gabon. Et que donc, chacun de nous doit mesurer le décalage entre la promesse faite et la réalité objectivable aujourd'hui dans le pays. Chacun de nous doit mesurer. Et moi, en tant qu'homme politique, en tant que juriste, je pense que la direction que nous empruntons aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Et que surtout, par rapport à la promesse formulée
au constat qui a pu être établi par les auteurs du coup d'État, par la population et ensuite par ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, il y a un grave décalage et que chacun de nous doit pouvoir se ressaisir pour que le Gabon puisse, aux yeux du monde, présenter un visage qui soit en tout cas respectueux des standards démocratiques. Alors, j'avais demandé si c'était un prisonnier politique, vous n'avez pas véritablement répondu à ma question. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un prisonnier politique? Mais c'est ce que je vous dis. Vous savez, il est facile de mettre des termes sur des attitudes. Comme je vous dis, j'ai une responsabilité, c'est celle d'éclairer. Je ne veux pas tomber dans les anathèmes ni dans les jugements de valeur brusques. Je vous dis, je vous relate, je vous explique le contexte. Ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Très vite qu'après la situation, il y a certains éléments de langage qui ont tout de suite émergé sur les réseaux sociaux. On reproche à M. Alain-Claude Billy-Bizet de vivre ce qu'il a fait subir aussi aux autres dans le passé. Bon, comment il a laissé voir tout ça? À l'époque, il affirmait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Il se retrouve aujourd'hui quasiment dans un même contexte. Mais écoutez, c'est quoi un prisonnier politique? C'est a priori quelqu'un qui est privé de sa liberté en raison de ses opinions et de son expression. C'est ça le prisonnier politique. Factuellement, M. Alain-Claude Billy-Bizet serait privé de sa liberté en raison d'une créance, enfin d'un conflit avec une compatriote sur la base d'une créance. Donc, factuellement, il n'est pas prisonnier politique. Mais je viens de vous expliquer le contexte. Je vous explique le contexte de cette privation de liberté. Parce qu'une créance civile ne peut pas conduire à une privation de liberté. Et donc, pour vous, il y a derrière, on veut museler un homme, si on suit vos raisonnements. Moi, dans tous les cas, je dis qu'il y a beaucoup d'interrogations. Mais je veux rester quand même juriste. Tous ceux qui m'entendent aujourd'hui savent très bien ce que je suis en train de dire. Je dis bien que le juriste que je suis, je ne peux pas prendre la responsabilité de faire une affirmation que je ne peux pas prouver. Les faits qui amènent M. Alain-Claude Billy-Bizet sont des faits tels qu'ils sont rapportés aussi bien par son conseil que par le parquet, sont des faits, pour moi, de nature civile, qui ne doivent pas conduire à une privation de liberté. Donc, il y a au moins un décalage entre les faits et la sanction, en tout cas, et la décision de justice aujourd'hui. Vous évoquez tout à l'heure la question de la trahison d'une confiance de la part du régime aujourd'hui en matière de liberté. Enfin, on a l'impression que rien n'a changé concrètement, parce que sous Ali Bongo, c'était quasiment la même chose. Disons que je vous laisse la responsabilité de la même chose, mais moi je dirais même pire, que les choses se sont plutôt empirées. C'est-à-dire que si la raison du coup d'État, c'est qu'il y avait des dysfonctionnements dans le pays, eh bien, la justification de ce régime, c'est de corriger ces dysfonctionnements. Or, le constat, c'est que les choses, par certains aspects, sont beaucoup plus difficiles que par le passé. Et comme vous dites, par exemple, sur le plan des libertés, pour prendre les réseaux sociaux, la suspension, Ali Bongo Ondimba n'a jamais, je dis bien jamais, suspendu les réseaux sociaux. Or, avec l'élection, ce n'était pas les réseaux sociaux, c'était la coupure d'Internet. C'est différent. La coupure d'Internet, non, l'Internet n'est pas un réseau social. Mais on utilise les réseaux sociaux via Internet. Oui, on peut discuter, mais les réseaux sociaux, c'est-à-dire interdire, mais en plus, de manière circonstancielle et pour une raison qui est souvent utilisée, je ne la justifie pas. J'explique souvent dans nos régimes, en raison d'une non-maîtrise justement de la restriction simplement des réseaux, les régimes préfèrent suspendre l'Internet pour éviter... Pas tous. Oui, certains régimes préfèrent suspendre pour éviter les débordements. Et comme au Gabon, on avait connu des périodes de débordement, donc je dis, je ne justifie pas, j'explique. Okay. Mais ce n'était pas en tout cas les réseaux sociaux, parce que lui-même, Ali Bongo Ondimba, a subi les réseaux sociaux et permis, certains, pas beaucoup, de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il y a des grands utilisateurs des réseaux sociaux. Hier, contre Ali Bongo, vous les connaissez, je ne veux pas donner leur nom, et ils se reconnaîtront. Et aujourd'hui, arrivés au pouvoir, c'est-à-dire les réseaux sociaux leur ont permis de structurer leur conquête du pouvoir,
Et vous voyez, une fois arrivé au pouvoir, il voudrait empêcher aux citoyens d'utiliser les méthodes que eux, hier, ils ont utilisées pour la conquête du pouvoir. Voilà, c'est quelque chose... Parlons d'Ali Bongo, vous êtes, je dirais, l'un de ses derniers fidèles à le voir régulièrement. Comment vit-il ces moments hors du pouvoir? Quel est son regard sur tout ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, je dois dire que sur toutes ces questions, évidemment, Ali Bongo Ondimba, il a un regard aujourd'hui de quelqu'un qui voit tout ce qui se passe dans son pays avec beaucoup de regrets, j'ai envie de dire, surtout en raison de cette trahison. Parce que si on justifie le coup d'État par une dégradation d'un certain nombre de conditions dans le pays, Ali Bongo constate aujourd'hui que ceux qui ont pris le pouvoir, eh bien, ils sont en train de faire pire que ce qu'ils ont critiqué. Et pour le cas particulièrement d'Alain-Claude Bilibizé, il est évidemment, compte tenu des relations qu'ils ont eues, il est désolé que le Gabon puisse en arriver là. Et il suit tout ça avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt, parce que, comme vous le savez, il reste un observateur attentif et intéressé, parce que président du Parti démocratique gabonais, de la situation politique au sein de notre pays, dans notre pays. On reviendra sur ce titre que vous avez évoqué. Mais d'abord, est-ce qu'il espère revenir un jour au Gabon? Oui, bien entendu. D'ailleurs, avant, il a dit, mais le 12 mars, lors d'une adresse aux militants du Parti démocratique gabonais à l'occasion de l'anniversaire, il a bien expliqué, il a bien dit aux Gabonais et aux membres du Parti démocratique gabonais qu'il se préparait pour rentrer au Gabon une fois fini ses soins de santé. Et qu'il travaille justement à ce retour. Mais revenir pour quoi faire? Pour reprendre le pouvoir? Bien, là également, il a dit très clairement, Ali Bongo Ondimba il est légalement le président du Parti démocratique gabonais. Il était destitué. Si on rentre carrément dans la question, il a été déchu, mais vous savez, c'est là que réside le problème, c'est que la déchéance n'existe pas au Parti démocratique gabonais. Les statuts du Parti démocratique gabonais ne prévoient aucunement la déchéance, d'une part. D'autre part, j'espère que vous avez la décision de déchéance pour me dire qui a signé cette déchéance, qui a signé cette décision. Je pense que vous aurez du mal à trouver qui est le signataire. Et dans une organisation comme un parti politique, une décision non signée, non datée, qui n'a pas de responsable... Mais Ali, quel PDG dirige aujourd'hui? Le PDG qui soutient M. Oligui ou le PDG des réseaux sociaux? Quel PDG? Alors, effectivement, un parti, c'est une organisation qui a des textes et qui a des hommes. Le Parti démocratique gabonais est un parti politique qui, au 7 mars 2024, était régi par des statuts dont la dernière édition datait du 12 mars 2022. Et dans ces statuts, il y a des conditions pour exercer le pouvoir et des conditions pour perdre le pouvoir. Et vous savez, le maître mot de la position d'Ali Bongo aujourd'hui, c'est de dire qu'aucune organisation ne peut survivre en violant ses textes fondateurs. Et cela, il ne le tient pas de lui, il le tient d'une tradition juridique française que le Gabon a héritée, c'est que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Autrement dit, lorsque vous avez une organisation privée, les adhérents à cette organisation est régi par ces textes-là. Et au sein du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba a été élu président du Parti démocratique gabonais pour la première fois lors du congrès de juillet 2009. Et régulièrement, des statuts du Parti démocratique gabonais prévoyaient que, en sa qualité de président de la République, il était automatiquement président du parti. Mais qu'en tout état de cause, l'accession à la présidence du parti se fait par élection à l'occasion d'un congrès. Maintenant, la question que je peux vous retourner, à quel moment y a-t-il eu un congrès régulier qui a déchu ou qui a fait perdre sa qualité de président Ali Bongo Ondimba? Aucunement. Le 7 mars, ce qui s'est passé, c'est qu'un certain nombre de camarades
ont demandé à aller voir Ali Bongo Ndimba pour s'enquérir de son état de santé et pour voir dans quelle mesure, à l'approche du 12 mars, il fallait réorganiser le parti. Ils sont allés chez lui. Il leur a indiqué qu'il demeurait le président du parti parce que le parti n'avait pas de problème. Et il leur a demandé d'aller réfléchir à une réorganisation du parti dans une configuration où lui, étant privé de liberté et de toute façon n'ayant plus vocation à être président actif, mais demeurait président, tout en désignant un vice-président actif, en l'occurrence c'était l'ex-camarade Alain-Claude Bilibizé à l'époque, et un secrétaire général, l'ancien camarade Éloi Nzondo. Et sortis de là, ils sont allés, selon toute vraisemblance, au palais, prendre des instructions chez la personne qui leur a donné. Je ne peux pas me prononcer parce que je n'étais pas, mais toujours est-il que la personne chez qui ils ont pris les instructions au palais ce jour n'était pas un membre du Parti démocratique gabonais. Et ce que je dois vous dire, c'est qu'à l'occasion de cette audience, ils n'ont jamais signifié au président Ali Bongo Ndimba qu'il devait être déchu ou qu'il souhaitait qu'il soit même déchu de ses fonctions. Pas déchu parce que le terme n'existe pas, mais qu'il soit dépossédé de la présidence du parti. Ils ne le lui ont jamais exprimé. Et ça, Ali Bongo Ndimba me l'a dit. Et d'autres personnes qui étaient ce jour-là, dont je n'ai pas discrétion, me l'ont également confirmé. Qu'il ne s'est jamais agi ce jour de parler du retrait du président de la présidence du parti. Une fois au palais, ayant reçu des instructions, ils sont revenus au siège du parti, lire un document non signé, non daté, qui ne correspondait pas à la réalité du parti ce jour-là. Donc, ce qui s'est passé ce jour, sans abuser de langage, c'est un coup de force interne. Autrement dit, des camarades ont bénéficié d'un rapport de force. Mais c'est un rapport de force momentané. Ce n'est pas du tout ce que prévoient les statuts du parti. Les statuts du parti prévoient qu'on puisse, ce qu'ils auraient pu faire ce jour, c'était simplement de chercher à constater l'empêchement définitif. C'est prévu dans les statuts. On peut constater que le président est définitivement empêché et alors on convoque un congrès extraordinaire pour constater cet empêchement et procéder à l'élection d'un nouveau président. C'est pas ce qu'ils ont fait ce jour-là. Ils ont décidé d'utiliser une voie qui n'existe pas, alors qu'Ali Bongo Ndimba n'a jamais démissionné et les textes du parti prévoient simplement soit la démission, soit... Jamais démissionné? Il n'a jamais démissionné. Parce que la démission au sein du parti, c'est un acte formel qui doit provenir... Mais une fois sorti au lendemain du coup d'État, qui démissionnait aussi de ses fonctions de président. Non, il n'a jamais démissionné. Il s'est exprimé, je crois, le 18 septembre, si je ne m'abuse. Mais là où je vous dis, nous sommes au 7 mars 2024. Il s'est exprimé le 18 septembre 2024. Donc, bien longtemps après le coup de force interne. Au 7 mars 2024, Ali Bongo Ndimba n'a jamais démissionné. Je viens de vous dire, il leur a dit à ceux qui sont allés le voir qu'il demeurait président du PDG. Ce n'est pas une démission. C'est au contraire l'affirmation qu'il demeurait président. C'est eux qui sont sortis de là, sont allés prendre des instructions ailleurs et sont revenus vers les militants pour leur lire en faisant croire, parce qu'ils ont induit les militants en erreur, en leur faisant croire que cette décision venait de leur entretien avec Ali Bongo Ndimba, alors qu'il n'en était rien. C'est quelque chose qu'ils avaient conçu tout à fait en dehors des cadres du parti. Vous voyez donc, en plus, comme je vous dis, non seulement la déchéance n'existe pas, c'est le mot qu'ils ont utilisé, et donc ça n'existe dans aucun texte, dans aucune disposition de nos statuts, et qui plus est, les règles imposent au moins que la décision émane d'une autorité légitime ou légale du parti. Cette décision qu'ils sont venus lire, je vous le redis, de toute façon, ça fera l'objet des éléments soumis au juge le moment venu, qu'il rapporte la décision de déchéance pour qu'on sache qui a signé cette décision et si cette personne avait l'autorité. De manière pratico-pratique, comme on dit dans le jargon, concrètement, les décisions de M. Ali Bongo n'ont pas d'effet. Enfin, ils agissent sur quels militants? Est-ce que cette frange du PDG la revendique quel nombre de militants, j'ai envie de dire concrètement? Parce que sur le terrain, on voit plutôt ceux qui sont l'autre tendance qui agit plutôt aux côtés du président. D'accord. Mais alors là, vous vous placez en dehors du droit. Non, mais je vous pose une question. Oui, non, mais vous savez bien, je vous laisse expliquer un peu le exactement, dossier, concrètement sur le terrain. Ceux qui disent ça se placent en dehors du droit. Parce que ceux qui agissent actuellement, ils n'ont pas créé le Parti démocratique gabonais. Ils l'ont bien trouvé. C'est une structure qui existe avant leur coup de force du 7 mars. Ça veut dire que le parti, c'est une institution indépendante des personnes.
mais qui fonctionne sur la base de la légalité. C'est celui qui a la légalité qui a l'appareil. Les militants n'ont pas été inscrits à partir du 7 mars 2024. Mais qui répond à Ali Bongo aujourd'hui? Mais la question n'est pas de qui répond. La question, c'est une question d'effectivité s'il est encore président. La question, c'est la légalité. Si vous perdez de vue la question de la légalité, vous allez rester sur le rapport de force. Or, depuis longtemps, les sociétés humaines ont entendu que l'organisation de la vie en société doit reposer sur des règles que tout le monde doit respecter et que le rapport de force momentané ne doit pas l'emporter, sinon on se retrouve dans l'état de nature. Et de toute façon, c'est cette question qui est au cœur du débat que nous allons avoir si éventuellement nous allons devant le juge. Parce qu'entre-temps, il y a quelques camarades qui nous demandent encore de prendre du temps, qu'ils sont en train de rechercher les voies et moyens pour amener à la table de négociation les uns les autres. Mais dans tous les cas, la question qui se pose, c'est pas de quelle est l'effectivité du pouvoir d'Ali Bongo sur les militants. L'effectivité sur les militants repose sur la légalité. Ceux qui sont là aujourd'hui exercent un pouvoir de fait et le droit sera, la justice sera amenée, non pas à trancher sur la question de fait. La justice ne tranche pas les questions de fait, la justice tranche les questions de droit. Et une fois la légalité revenue, les militants, eh bien, ils demeureront les militants du Parti démocratique gabonais, avec Ali Bongo Ndimba comme président, ce que nous pensons, ou les autres, effectivement, s'ils remportent le procès. Mais la question ne doit pas se poser en termes d'effectivité, parce que le pouvoir qu'ils exercent aujourd'hui, ils exercent une structure qui ne leur appartient pas. C'est le Parti démocratique gabonais. Il appartient à ces militants et ces militants sont organisés par un cadre qu'on appelle les statuts de règlement intérieur. Et dans ces statuts de règlement intérieur, le président du parti, c'est celui qui dirige le parti, y compris les militants, mais celui qui dirige légalement. Donc Ali Bongo Ndimba, président légal, retrouvant l'effectivité de sa présidence, eh bien, il dirigera les militants du Parti démocratique gabonais, sachant que, bien entendu, il y en a qui accepteront de rester comme ils sont aujourd'hui. Il y en a probablement qui décideront de partir, ils partiront, comme à l'état actuel en ce moment. Mais finalement, pourquoi ne pas créer un autre appareil politique quand on voit aujourd'hui l'image que le PDG renvoie? C'est donc ça l'héritage d'Omar Bongo, finalement? Mais créer un autre parti, ce serait de la capitulation. Et ce serait justement reconnaître la primauté du rapport de force. Et je vous dis, les sociétés humaines... C'est ça la politique aussi, c'est le rapport de force aussi. La politique. Oui, mais le rapport de force, il est toujours momentané, M. Carly, toujours. Et le droit est toujours pérenne. C'est une leçon de la vie. Ce rapport de force qui leur permet aujourd'hui de trôner à la tête du PD, il va s'arrêter. Quel que soit le temps que ça prendra, ce rapport de force, il s'arrêtera. À ce moment, que deviendra le Parti démocratique gabonais? Si un autre rapport de force s'installe dans le pays, le Parti démocratique gabonais s'en trouvera à nouveau fragilisé parce que, eh bien, ils seront remis en cause par d'autres militants qui, le rapport de force leur sera désormais favorable. Ils vont leur demander... Et le Parti démocratique gabonais sera fragile. Alors que si la direction qui sera là lorsque le rapport de force changera est une direction légale, elle ne pourra pas bouger. C'est aussi simple que ça. Donc ceux qui pensent que la force peut créer un rapport éternel ou pérenne, ils se trompent. Et c'est pourquoi, dans l'intérêt du Parti démocratique gabonais, j'exhorte tous les camarades qu'ils comprennent que le rapport de force dans toute société, il est toujours momentané. Et celui au Gabon actuellement également connaîtrait à un moment donné sa fin. Terminons avec cette question aussi sur le code de la nationalité promulgué par le président de la République, un code qui prévoit un durcissement des conditions d'accès à la nationalité et surtout une catégorisation de la population. Le test distingue notamment les Gabonais, en parenthèse, d'ascendance autochtone, définis par un lien de rattachement biologique, linguistique, culturel, social, spirituel et historique au territoire des autres citoyens et des étrangers en possession, dit-on, d'État. Comment réalisez-vous à ce virage souverainiste? Alors, cette ordonnance, il me pose un certain nombre de problèmes et je me suis déjà exprimé sur mes canaux d'expression. D'abord, sur la méthode. Voyez-vous, la définition de la nationalité est une question fondamentale pour un État. Et les questions fondamentales dans un État ne doivent pas être traitées en catimini. Autrement dit, il faut un débat, au mieux un débat national, au moins un débat parlementaire. Or, la méthode utilisée pour adopter ce code de la nationalité, c'est une ordonnance. Ça pose d'énormes problèmes. Qui plus est, cette ordonnance
elle est à ce stade illégale du point de vue de l'ordonnancement juridique gabonais. Je vous explique. Le Code de la nationalité a été traité à l'occasion du Conseil des ministres du 12 août 2025. Le 12 août 2025. Il a été inscrit en Conseil des ministres du 12 août 2025. Ce jour, il a été examiné. Il n'a pas été signé. Vous savez qu'une ordonnance, lorsqu'on l'examine, on l'adopte pour qu'elle soit exécutée immédiatement, parce que c'est ça son intérêt. Et donc, le président de la République, après toutes les autres signatures, doit la signer pour qu'elle soit immédiatement applicable. L'intérêt d'une ordonnance, c'est l'urgence. Donc, s'il y a urgence, à l'issue du Conseil des ministres du 12 août 2025, cette ordonnance, elle doit être applicable. Or, elle ne l'est pas. Ensuite, il y a, et elle est prise sur une loi d'habilitation qui datait du mois de juin. Donc, cette ordonnance reste dans les tiroirs, je ne sais pas pour quelle raison. Ensuite, il y a une autre loi d'habilitation, celle de décembre 2025. Donc, on est dans une autre intercession qui n'est pas l'intercession qui a permis l'examen du Code de la nationalité. On est sur une autre intercession, donc sur une autre loi d'habilitation. Et là, il y a un Conseil des ministres, je crois du 26 février 2026, où il y a l'examen d'autres ordonnances, notamment celles qui vont réguler les réseaux sociaux. Cette ordonnance sur le Code de la nationalité n'est pas du tout inscrite à ce Conseil des ministres, mais elle est signée sous le couvert de ce Conseil des ministres et sous le couvert de la loi d'habilitation de ce Conseil des ministres. Donc, vous voyez que du point de vue procédural même de l'ordonnancement juridique gabonais, cette ordonnance, elle est inexistante. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est ce que vous avez dit, c'est en admettant même que ce code soit valable, il pose d'énormes problèmes de fond. Notamment le changement de paradigme de la définition de la nationalité au Gabon. La nationalité au Gabon a toujours été définie comme un lien de droit, c'est-à-dire un lien de droit entre un individu et l'État. Et c'est une définition objective. Et la plupart des États modernes recourent à cette définition. Elle a toujours gouverné l'État du droit du Gabon. Donc, changer brutalement cette définition en catimini et sans un débat pour passer à une référence à des origines autochtones mal définies parce que le renvoi que fait l'ordonnance sur l'origine autochtone, c'est un point tellement introuvable qu'on parle de l'existence de l'État avant l'État. Et en fait, on justifie tout ça par le fait que sous l'Ancien Régime, à ce qui paraît, la nationalité était attribuée de façon désordonnée. Mais M. Carly, il ne s'agit pas ici d'une question d'attribution de la nationalité. Les qualifications juridiques qui sont mobilisées dans ce texte vont plus loin que la question de l'attribution simple. Vous avez dit les citoyens plusieurs catégories de citoyens. L'Ancien Code disait que tout Gabonais, toute personne qui avait la nationalité gabonaise l'avait au même titre. Donc tout le monde était Gabonais au même titre. Et c'est normal dans les États modernes. On peut faire des suspensions momentanées. On peut faire des restrictions, momentanées, notamment pour des questions du temps d'adaptation. Donc, naturellement, les naturalisés avaient, pour certaines fonctions, un temps avant qu'ils puissent briguer ces fonctions. Mais aujourd'hui, ça va devenir un principe, et un principe intangible. Qu'il y ait des Gabonais, j'ai envie de dire, du niveau 1, les autochtones, et les autres Gabonais naturalisés, mariés, droit du sol. Et tout ça, vous voyez, vient fragiliser la nationalité. Et ça pose problème avec un certain nombre de contenus dans cette loi qui font même la police contre les fameux nationaux même de droit, notamment cette fameuse déchéance, en tout cas, rénonciation volontaire. Voyez-vous, la rénonciation volontaire, c'est une déchéance déguisée. Autrement dit, moi, aujourd'hui, si je pose un acte que ce code qualifie de subversif, encore que ce n'est toujours pas défini, et que je suis interpellé par le gouvernement sur cet acte,
je crois la durée c'est 3 mois, et que je ne réponds pas, je ne défère pas à cette convocation, eh bien, le gouvernement peut décider que pour n'avoir pas répondu, j'ai donc renoncé volontairement à ma nationalité de Gabon. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux tout ça? La nationalité, c'est pas un gadget, c'est ce qu'il y a de fondamental dans une nation. Donc on ne joue pas avec la nationalité. Mais sur le contexte évoqué, hein, qu'on parle du trafic d'actes de naturalisation à l'époque d'Ali Bongo, est-ce que vous reconnaissez dans ces activités? Mais bien sûr que non. Mais d'ailleurs, le code de 99, Ali Bongo, il n'est pas président. Ce code, il a été adopté à l'époque d'Omar Bongo Ondimba. Et personne au Gabon ne peut faire de procès à Omar Bongo Ondimba quant à l'inclusion, quant à la connaissance qu'il avait des équilibres ethniques, des équilibres dans le pays, quant à la volonté d'ouverture qu'avait Omar Bongo Ondimba. Donc le procès qu'on fait de ce code en le transposant sur Ali Bongo Ondimba, il ne tient pas. C'est pas Ali Bongo Ondimba n'a jamais touché à ce code. Il a trouvé ce code et il l'a gardé tel quel. Parce que justement, les questions fondamentales d'une nation ne se traitent pas à la légère. Et le fameux procès d'octroi de la nationalité, mais avant Ali Bongo Ondimba, il y avait des Gabonais naturalisés. Il y en avait plusieurs, que ce soit au palais de la présidence de la République, que ce soit dans les différents ministères. Justement, c'est ce que le président évoque aussi, hein, de voir certains, on va dire les termes blancs, métis, occuper certains postes de responsabilité au sommet de l'État. Au-delà du caractère contestable par principe de ce type de remarques, de manière générale, je dis pour le cas du Gabon, les étrangers existent au Gabon bien avant l'arrivée au pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, enfin je veux dire les naturalisés. Ils existent même aujourd'hui. Je suis sûr, à peu près sûr, que depuis le 30 août 2023, il y a eu des naturalisations au Gabon. Et pourtant, Ali Bongo Ondimba n'est plus président du Gabon. Donc, vous voyez, c'est un argument qui, en réalité, c'est fait juste pour tenter de justifier l'injustifiable, mais ce n'est pas un argument qui tient. Et ces Gabonais naturalisés au Gabon, on peut les compter sur le bout de doigt. Et si c'est ça le problème, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'application. Parce que la loi ne fait pas obligation aux détenteurs du pouvoir de nommer quelqu'un qui est naturalisé. Donc pourquoi va-t-on s'attaquer à la règle au lieu de s'attaquer à la pratique? Ce que je veux dire par là, c'est que si on trouve que la pratique, l'application qu'Ali Bongo Ondimba a fait de ce code est contestable, mais on en fait une autre application, c'est tout. On n'a pas besoin de toucher le code. Autrement dit, si on dit que bon, parce qu'Ali Bongo Ondimba nommait beaucoup d'étrangers, ce n'est pas mon point de vue, ce qu'ils disent, mais qu'ils ne nomment pas les étrangers. Parce que c'est pas la loi ne dit pas qu'il faut nommer les étrangers. C'est à la liberté de celui qui détient le pouvoir. Donc l'argument qui consiste à dire parce qu'il y aurait eu des abus, alors on modifie le code, ne tient pas, parce que le code ne prévoit pas ça. Le code ne prévoit pas les abus. S'il avait été écrit dans le code qu'il faut, je ne sais pas moi, nommer tant % de Gabonais naturalisés dans les fonctions, oui, peut-être que ça poserait problème, mais ce n'est pas ce qui est dit. Il y a une liberté du détenteur du pouvoir. Donc ces arguments, ils ne tiennent pas. Je termine avec ce dernier sujet, pardon d'être pris par le temps, mais j'ai jamais eu l'occasion de poser la question au PDG que je reçois. Est-ce que le président Ali Bongo tient encore une certaine colère envers la France? Colère, pourquoi? Excusez-moi, honnêtement. Après avoir été inversé du pouvoir, est-ce qu'il entretient une certaine rancune envers la France? Très honnêtement, je ne vois pas la raison et je ne pense pas parce que, sauf s'il y a un épisode qui m'a échappé, la France n'a pas fait de coup d'État à Ali Bongo. Bien, merci beaucoup. Merci. On se retrouve demain pour d'autres actualités. En attendant, portez-vous bien.